Alors, bienvenue dans cette conférence. Merci d'être là. Le temps que d'autres personnes s'installent, je vais énoncer le programme de cette conférence qui est un petit peu chargé. Alors, on va commencer par définir les troubles de la personnalité, puis on évoluera vers un historique. Un historique qui nous permettra de comprendre comment est-on passé d'un jugement moral, un jugement religieux, vers la désignation clinique des troubles de la personnalité au XXe siècle. Puis, ensuite, on évoquera des études de cas, sachant que les troubles de la personnalité euh, ont constitué une liste longue et vis-à-vis de laquelle on s'en sortait pas. Donc, l'Association américaine de psychiatrie a décidé de trier, de faire un tri et prendre les éléments les plus ressemblants pour les regrouper par entité, par cluster. Donc, on a 3 clusters, A, B, C. Et donc, je vais évoquer des études de cas en fonction de chacun de ces clusters. Il y en aura 4 au total, même s'il n'y a que 3 clusters. Voilà, donc le programme est assez chargé. Je vais prendre la parole pendant environ 60 minutes et ensuite vous aurez tout le loisir pour intervenir, soit par des questions, soit par toutes sortes d'interventions. Vous savez, on dit qu'Héraclite affirmait que tout s'écoule. Dans les troubles de la personnalité, justement, tout ne s'écoule pas. Et c'est souvent là que les ennuis commencent. Je vous le dis sur le ton de la plaisanterie, mais vous verrez que ça a tout son sens. Les troubles de la personnalité ne sont ni des caprices, ni des fatalités. Ce n'est pas de la comédie. Ce sont des modes de survie qui sont devenus des modes d'être. L'éthos de l'homme est son daimon, disait Héraclite. L'éthos, c'est la manière d'être, d'accord? La manière d'être, c'est la force directrice, le génie intérieur. Donc, dit différemment, la manière d'être gouverne plus sûrement que la volonté elle-même. C'est ça ce que ça signifie. Lorsqu'on parle des troubles de la personnalité, on désigne un ensemble de manières d'être, de percevoir, de réagir, qui s'écarte durablement de ce que l'on considère comme étant la norme de fonctionnement psychique en fonction d'une culture donnée. Ce ne sont pas des maladies au sens classique du terme, mais plutôt des modes organisationnels de la personnalité, c'est-à-dire des structures qui sont relativement stables, mais toutefois rigides et surtout inadaptées. Alors, on a toutes sortes d'inadaptations, mais c'est surtout très inadapté. Et cette inadaptation va entraver la relation à soi, bien sûr, mais également la relation aux autres et plus généralement la relation au monde. Le mot trouble en lui-même, il renvoie à l'étymologie latine de turbar, qui signifie brouiller, agiter, et ça renferme l'idée d'une perturbation de l'équilibre interne, c'est-à-dire un désordre de la régulation émotionnelle, cognitive et comportementale. Ces troubles, ils se situent à la frontière entre le normal et le pathologique. Ils traduisent en fait une manière d'exister qui en soi pourrait être comment dirais-je, une couleur de la personnalité, mais qui devient une source de souffrance ou de dysfonctionnement lorsque cette personnalité, elle se rigidifie, elle se fige. Autrement dit, ce n'est pas un épisode, mais une manière d'être stable et de réagir au monde qui a cessé d'être souple et adaptative. En somme, le trouble de la personnalité, c'est la rigidité de soi, c'est-à-dire un moi qui est incapable de se remodeler selon les contextes. Et sur le plan neurobiologique, ces troubles sont une altération dans de la régulation émotionnelle et de la connectivité des régions frontales limbiques, c'est-à-dire les connexions entre différentes zones corticales du cerveau qui vont être altérées. Autrement dit, ici, on a quelque chose qui s'est altéré au niveau de la raison et de l'émotion. Le cortex préfrontal, il va peiner à moduler l'intensité des réponses de l'amygdale, qui est notre alarme,
qui déclenche un signal lorsqu'il y a un danger ou une menace. Donc celle-ci s'active ou s'hyperactive et elle génère des réactions disproportionnées, des schémas de peur et d'attachement ou de méfiance qui dépassent ce qu'on aurait pu attendre d'un sujet lorsqu'il est en équilibre. À savoir que dans un cerveau ou pour un cerveau équilibré, vous avez une amygdale qui détecte le danger, la colère, la peur, la honte, etc. C'est une alarme donc émotionnelle primitive. Mais, et puis le cortex préfrontal, lui, il intervient juste pour analyser la situation, il va moduler la réaction et il va décider d'une réponse adaptée à la situation, en l'occurrence à la menace, s'il y en a une. Si on pouvait faire dialoguer les deux instances, corticale, amygdale et cortex préfrontal, eh bien le cortex préfrontal dirait à l'amygdale, écoute, calme-toi, c'est pas une attaque. Ou alors il lui dirait, inutile de fuir, c'est une situation qui n'est pas réellement dangereuse. C'est donc un frein intelligent qui est posé sur la réaction émotionnelle et de façon automatique. Mais le cortex préfrontal, ici, en l'occurrence dans le trouble de la personnalité, il va peiner à moduler l'intensité des réponses à l'amygdale, ce qui signifie que ce frein régulateur est affaibli ou alors il est saturé. Il ne fait plus son travail. Il est dysfonctionnel. Dysfonctionnel ou alors en hypoactivité, parce qu'il est saturé. L'amygdale, elle va déclencher une réponse émotionnelle, donc de peur, de colère, de méfiance, etc. Mais le cortex préfrontal n'arrive pas à la tempérer. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que les émotions sont vécues de façon, avec une intensité excessive. Les réactions sont rapides, parfois même disproportionnées. La personne réagit même sans comprendre ou reste longtemps envahie par son émotion. Et c'est ce qu'on observe principalement dans les troubles de la personnalité. Donc ces altérations ne sont pas des fatalités biologiques. Elles traduisent souvent des apprentissages émotionnels précoces. Ce sont des stratégies de survie qui sont devenues structurelles. Et le trouble de la personnalité, c'est justement l'histoire d'un cerveau qui a appris à se protéger d'un monde qu'il perçoit comme imprévisible. Donc il n'a pas de mode d'emploi. Et c'est pourquoi nous disons que nous voyons les choses telles qu'elles sont, non pas, pardon, nous voyons les choses non pas telles qu'elles sont, mais nous les voyons telles que nous sommes, avec nos dysfonctions parfois. Sur le plan existentiel ou sur le plan philosophique, on pourrait dire que le trouble de la personnalité, il naît de cette tension entre l'être et le paraître. Le paraître, ça connote la visibilité, donc être vu par l'autre. Un espèce d'antagonisme entre l'image que l'on s'efforce de maintenir et le mouvement intérieur qui cherche à vivre autrement. Comme je vous disais au début de cet exposé, Héraclite rappelle que tout s'écoule. Or, dans le trouble de la personnalité, même si ça a l'air d'une plaisanterie, c'en est pas une, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Dans le trouble de la personnalité, quelque chose refuse de s'écouler. Et donc le sujet s'accroche à un mode d'être comme il devait en dépendre pour survivre. Nietzsche, qui reprenait pour son compte la formule de Pindare, deviens ce que tu es, il l'évoque dans son œuvre Ecce Homo, deviens ce que tu es, c'est une formule qui est paradoxale. Elle est paradoxale parce que devenir, c'est être en mouvement forcément, et être, c'est être figé. C'est comme une photographie qui serait prise dans l'instant, et voilà ce qu'on est. En fait, cette formule paradoxale, elle invite à un devenir fluide du soi. Précisément là où le trouble de la personnalité, il s'enferme dans une formule figée de lui-même. Lorsqu'un individu vit un trouble de la personnalité, son paradigme intérieur est devenu si imperméable que c'est devenu compliqué pour lui. Il est imperméable à l'anomalie. Il ne tolère plus la remise en cause. Et le travail thérapeutique consiste précisément à introduire une révolution cognitive et affective
c'est-à-dire un changement de paradigme de soi, ou un changement de paradigme du soi. En somme, nous parlons des troubles de la personnalité parce qu'ils présentent une rupture dans la plasticité psychique, puisqu'il y a une inadaptation, c'est-à-dire que l'individu ne peut plus ajuster son être au monde, et il répète des scénarios relationnels stériles. Il est pris dans une forme de fidélité douloureuse à une forme de soi qui jadis fut protectrice. C'est donc une souffrance identitaire, une difficulté à être autrement que comme on a appris à être. La folie, donc, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. C'est ce que disait Einstein. Se comporter toujours de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Voyez-vous, l'histoire des troubles de la personnalité, c'est l'histoire du passage d'un jugement moral à une compréhension psychologique, puis d'une typologie du caractère à une clinique de la structure. Alors, je m'explique. Pendant des siècles, pendant des siècles, le comportement humain était jugé selon des catégories morales et religieuses. C'est-à-dire que celui qui déviait des normes sociales, violent, manipulateur, excentrique, instable, etc., était perçu comme un vicieux, un pécheur ou un pervers, et non pas comme quelqu'un qui souffre. Et la folie elle-même était souvent assimilée à une faute morale ou à une possession démoniaque. Et on découvre que derrière la colère, la manipulation, la froideur, eh bien, se cachent des mécanismes psychiques, des histoires affectives et des structures intérieures fragilisées. Autrement dit, ce qui autrefois était un péché devient une pathologie. Ce qui relevait du blâme devient objet d'écoute et d'analyse. Dans l'Antiquité, on avait des penseurs comme Aristote et Galien qui distinguaient quatre tempéraments: le sanguin, le mélancolique, le flegmatique et le colérique. C'était la théorie des humeurs, qui ensuite s'est avérée caduque. Ces types n'étaient pas des maladies, mais des styles d'être. C'est-à-dire que chacun portait en lui sa manière de se sentir, de réagir et d'aimer. Aristote, dans son œuvre L'Éthique Nicomaque, il y voyait une question d'équilibre, c'est-à-dire la vertu consistait à maintenir la juste mesure entre excès et défaut. Le tempérament devenait donc une scène de théâtre où se jouait la liberté morale. En d'autres termes, la personnalité n'était pas encore une pathologie, mais une disposition de caractère. Et c'est au XIXe siècle, avec la naissance de la psychiatrie, que les notions vont se transformer. Il y a un courant de médecins qu'on appelle les aliénistes, qui vient de aliéner. Aliéner, ça veut dire être étranger à soi-même, être étranger à la raison. Donc, les premiers médecins aliénistes du XVIIIe et XIXe siècle se sont consacrés à l'étude du traitement de ce qu'on appelait l'aliénation mentale, c'est-à-dire la folie conçue comme une aliénation de la raison ou une altération de la raison, une perte partielle ou totale de soi. Et Philippe Pinel et Esquirol observaient à ce moment-là des patients sans délire, c'est-à-dire qui présentaient des conduites destructrices, impulsives, cruelles. Et c'est ce que Pinel a appelé la manie, c'est-à-dire la folie sans délire. Ça ressemble à un oxymore. Comment la manie, la folie, peut-elle se jouer sans le délire? C'est en tout cas ce qu'on pensait à l'époque. J'explique. Jusqu'à Pinel, en fait, la folie était pensée essentiellement comme une perte de la raison. On disait que quelqu'un était fou lorsqu'il délivrait, il délirait, c'est-à-dire qu'il croyait vrai ce qui ne l'était pas, lorsqu'il avait perdu le contact avec la réalité partagée par tous. Épinel observe que quelque chose d'assez étonnant. Il observe que certains patients se comportent de manière violente, impulsive,
et dangereuse même pour eux comme pour les autres, mais sans présenter le moindre délire. Leur raisonnement était intact, leur perception du réel était correcte, et pourtant, leurs actes étaient démesurés, irrationnels et destructeurs. Et c'est ça, la manie sans délire. En d'autres termes, la raison demeure, mais elle est contaminée par la passion, par l'émotion, qui, elle, est disproportionnée. Ou encore, il y a des fous qui raisonnent juste, mais qui sentent faux. Et ces descriptions, elles vont préfigurer de ce qu'on appellera plus tard les troubles du contrôle des impulsions ou le trouble de la personnalité antisociale. C'est-à-dire qu'on découvre qu'un individu peut être rationnel, il peut être lucide, mais profondément désorganisé sur le plan moral et affectif. Donc, les fonctions intellectuelles comme la mémoire, le langage, le raisonnement, la perception du réel sont parfaitement conservées. En tout cas, en apparence, rien ne les distingue d'un individu équilibré, mais derrière cette lucidité cognitive, quelque chose d'autre s'est totalement fissuré. C'est-à-dire que d'un point de vue du comportement, il va y avoir des actions sans cohérence affective, sans continuité entre l'émotion, la pensée et l'action. Ils n'éprouvent plus de culpabilité appropriée, pas d'empathie qui freine le passage à l'acte, comme pour des psychopathes. Ils sont dominés par des pulsions, par des humeurs qui vont court-circuiter la réflexion. Et puis enfin, ils vont vivre selon la gratification immédiate. C'est ce qu'on voit chez les personnes dépendantes notamment, c'est assez flagrant. Elles recherchent la gratification instantanée, sans véritable boussole intérieure, sans se soucier de la conséquence de l'acte, pourvu que le désir soit satisfait. Pascal disait la chose suivante: le désordre du cœur est plus redoutable que la folie de l'esprit. Alors, plus tard, avec Freud, au XIXe siècle, le regard change à nouveau. C'est-à-dire que Freud ne parle pas de troubles de la personnalité, mais de névrose de caractère. Il postule que certains traits de la personnalité ne sont pas innés, mais ils résultent de conflits psychiques qui sont refoulés, tout simplement. Et la personnalité devient alors une organisation dynamique du psychisme, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de compromis entre pulsion, les défenses et la réalité. C'est ce qu'il va appeler par la suite le ça, le moi et le surmoi. C'est-à-dire que le ça, c'est la partie pulsionnelle, primitive, instinctive du psychisme. Il obéit au principe de plaisir, donc il cherche la décharge immédiate des tensions, du désir sexuel, agressif, des besoins corporels, etc. Le moi, lui, c'est la partie consciente qui obéit au principe de réalité et qui tente de composer, de s'adapter au monde extérieur, des interdits, des contraintes aussi. Et puis le ça, pardon, oui, c'est ça, le surmoi qui représente l'interdit. Alors le ça, lui, il veut jouir, le surmoi, lui, il veut interdire, et le moi, il tente un arbitrage. Et ce que nous dit Freud, c'est que là où régnait la pulsion brute, inconsciente et chaotique, doit s'installer la conscience, la réflexion et la maîtrise de soi. Très bien. Mais dans les troubles de la personnalité, c'est compliqué. On sait par les neurosciences que dans les troubles, dans ces troubles-là de la personnalité, le contrôle de l'inhibition, c'est-à-dire la maîtrise de soi, ne se fait pas ou ne se fait pas correctement. C'est-à-dire qu'il y a un système adaptatif qui dysfonctionne. Et donc l'individu voudrait se contrôler, mais le circuit neuronal qui permet la régulation n'y parvient pas. Il ne parvient pas à freiner la réponse émotionnelle. Au XXe siècle, on va encore évoluer. La psychiatrie anglo-saxonne va chercher à objectiver toutes ces observations-là, et le terme de psychopathie va être introduit par Kurt Schneider en 1920 au sens de personnalité anormale, c'est-à-dire des individus dont la manière d'être va engendrer souffrance pour eux-mêmes et bien sûr pour autrui. Ensuite va intervenir des versions du DSM, qui est le manuel des maladies mentales. C'est-à-dire, le DSM, c'est Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorder. Ça va affiner la description de ces structures, donc paranoïaques, schizoïdes, borderline, narcissiques, etc. Et le terme de personality disorders va s'imposer pour désigner une déviation durable des schémas de fonctionnement émotionnel et interpersonnel. Donc la personnalité qui jadis qui était étudiée par les moralistes et les philosophes, devient un objet d'étude clinique scientifique. Et à partir de l'introduction de la neuroimagerie entre les années 80 et 2000, donc 1980 et 2000, et évidemment l'évolution de la psychologie cognitive, on identifie des altérations des circuits de la régulation émotionnelle, notamment entre l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal, et les troubles de la personnalité apparaissent comme des modes de traitement qui sont dysfonctionnels de l'information émotionnelle et sociale. Et on pense qu'ils sont hérités de traumatismes précoces ou de modèles d'attachement qui sont insécurité. Modèle d'attachement, c'est ce qui tisse le lien entre le parent et son tuteur de développement ou le parent, excusez-moi, entre le tuteur de développement et l'enfant ou bien le parent et l'enfant. Les neurosciences vont confirmer ce que la clinique pressentait, c'est-à-dire ces troubles ne sont pas des choix moraux, mais des schémas relationnels qui sont enquistés, qui sont inscrits dans la plasticité neuronale et émotionnelle, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de personnalité comme un bloc figé, mais plutôt comme un spectre de fonctionnement. La frontière entre le normal ou la normalité et la pathologie est assez floue, elle repose sur un cheveu. Chacun porte en soi une manière d'être qui, dans certains contextes, peut être normale et dans d'autres, peut devenir souffrance. La personnalité n'est donc pas seulement une question de structure, mais aussi de souplesse et d'adaptation. Et Darwin disait à ce propos, ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. En somme, historiquement, on en est venu à parler de troubles de la personnalité lorsque la science a compris que la souffrance psychique pouvait résider dans la manière d'être elle-même et non dans un symptôme isolé. Et en l'occurrence, il s'agit d'un ethos, d'une manière d'être, c'est-à-dire d'une manière d'être troublée. Donc, c'est la rigidité de soi, la difficulté à se transformer qui fait justement la caractéristique de ces troubles-là. Alors, statistiquement parlant, on a une prévalence approximative de la population générale mondiale des troubles de la personnalité qui se situe entre 10 et 12% des individus dans le monde. Et ça se module, comme je l'ai dit plusieurs fois, autour d'une structure rigide, faisant qu'elle bute face à une vie qui incite justement et qui implique un mouvement. Et au regard de cette agitation, de ce mouvement de l'existence et des êtres, cette personnalité ne comprend pas ou ne comprend plus, ou ne sait pas, ou peut-être même ne sait plus ce qu'il faut pour se sentir bien. Comment faut-il agir? Comment faut-il s'articuler à l'autre pour être en osmose avec lui et avec cet environnement de façon générale, cet environnement social et naturel? Et cette personnalité, elle revendique en définitive un mode d'emploi de l'existence et un mode d'emploi des êtres. Donc bien souvent, les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité vont dire bah, « je comprends pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment il faut agir ». Mais existe-t-il un mode d'emploi de la vie et des êtres humains au sens où l'entendrait le fabricant d'une machine ou d'un jeu ou d'un avion ou d'un appareil électroménager? Je pense qu'on serait à peu près tous d'accord pour dire qu'il n'y en a pas vraiment. Lorsqu'on évoque le comment, ça connote dans une certaine mesure l'interrogation sur la manière dont les choses doivent se dérouler, la manière dont il faudrait s'y prendre pour réaliser, s'adapter ou adopter la conformation la plus adéquate possible en réponse à une situation donnée ou à un individu face auquel on est confronté.
Or, dans le trouble de la personnalité, le sujet s'y perd. C'est-à-dire que son regard, pardon, il est obscurci, sa clarté, elle est altérée et son horizon est totalement nébuleux. Bref, son équilibre, il repose dans le vide. Il repose sur le vide. Alors, tantôt, cette personnalité, elle s'oppose de la façon plus catégorique, la plus catégorique qui soit, la plus agressive, pourvu qu'elle ait l'impression de demeurer souveraine dans son empire. Tantôt, son impression de perdre pied va reposer sur un abîme, enfin, son impression de reposer sur un abîme, et ça l'enjoint à se conformer à l'autre, à lui être soumis pourvu que les interrogations, les remises en cause, les frivolités, les insécurités, tout ce qui génère ce tumulte et cette confusion mentale cesse pour de bon. Et c'est cette notice manquante de l'existence qui cruellement ravage la personnalité au point, le trouble de la personnalité au point qu'elle demeure chamboulée, tumultueuse, en un mot, inadaptée. Et donc, vous l'aurez compris, le trouble de la personnalité, c'est une insuffisance lourde ou aiguë à l'adaptation. Alors, je voudrais très rapidement, avant d'entrer dans les études de cas, vous parler succinctement de la clarification, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, la classification des troubles selon des caractéristiques communes qui sont précises et qui ont permis le regroupement. On parle alors de trois clusters, à savoir le cluster A, qui représente les excentriques, et qui inclut trois troubles, le schizoïde, le trouble schizotypique et le trouble paranoïaque. Donc, on va évoquer un cas tout à l'heure du cluster A. Le cluster B, qui regroupe les excessifs, les passionnels, les erratiques, et ça inclut le trouble de la personnalité borderline ou état limite, comme on dit en français, le trouble de la personnalité antisociale, le trouble de la personnalité histrionique et narcissique. Et enfin, le dernier, les tourmentés et les excessifs qui sont regroupés dans le cluster C et qui incluent le trouble de la personnalité évitante, le trouble de la personnalité dépendante et obsessionnelle compulsive. Alors pourquoi a-t-on classé par cluster? Ben, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il existe une telle diversité de personnalités pathologiques, on s'est retrouvé dans l'impossibilité de dresser une simple liste. Et l'American Psychiatric Association a décidé de regrouper les troubles selon leur ressemblance phénotypique, et c'est ainsi que sont nés les trois clusters A, B et C. Voilà. Alors le premier à entrer en scène, c'est le trouble de la personnalité paranoïaque, qui fait partie du cluster A. Et on va parler de l'histoire de Claire. C'est l'histoire qui n'est pas celle d'une folie éclatante, mais d'une folie de la raison, où la cohérence devient une arme et la méfiance, ça devient un mode d'existence. Claire est donc une femme de 50 ans, elle est professeure de lettres, assez brillante, qu'elle est ainsi reconnue par ses collègues. Elle est très ponctuelle, elle est toujours vêtue soigneusement. Elle tient son sac avec une certaine élégance, mais un peu comme un talisman. Son regard ne se pose jamais suffisamment longtemps. C'est un regard qui inspecte. Et lors du premier entretien que j'ai avec elle, elle me dit la chose suivante. Je ne viens pas parler de moi, je viens vérifier à qui j'ai affaire. Bon, drôle d'introduction qui a le mérite d'être directe. Elle n'était pas malade, Claire. Elle se disait ciblée. Et depuis plusieurs mois, elle était convaincue qu'un groupe de collègues cherchait à l'évincer du lycée. Les copies qu'elle déposait, selon elle, disparaissaient. Des messages anonymes, toujours selon elle, circulaient sur la messagerie interne du lycée. Ces cours étaient repris par d'autres. Le problème est que rien de tout cela n'était objectivement prouvé. Mais pour elle, la cohérence des indices valait beaucoup plus que la preuve. Le monde était devenu pour elle un théâtre d'intentions cachées. Et ce qui frappait chez Claire, ce n'était pas la déraison, mais l'intelligence du raisonnement.
Elle citait des faits, elle vous citait des dates, des mails. En somme, elle construisait un dossier mental, tout tenait. Tout était d'une logique implacable. Mais cette logique, elle tournait sur elle-même. Elle était fermée à toute contradiction. C'est-à-dire que le doute n'avait pas sa place. Et je lui dis un jour avec prudence, se pourrait-il qu'il y ait d'autres explications après tout? Et là, elle me répond d'une voix calme, c'est certes ce que les autres veulent que je croie. Alors voilà un trouble de voilà la marque du trouble de la personnalité paranoïaque. C'est une signature. L'impossibilité du doute partagé. C'est-à-dire à aucun moment, elle n'accepte la remise en question. Et pourtant, elle ne perd pas de contact avec la réalité. Mais par contre, elle la colonise complètement. On n'est pas dans un délire psychotique, c'est une réécriture totale du monde à partir de soi, c'est-à-dire une causalité univoque. Et donc le paranoïaque, lui, il n'interprète pas le monde, il l'annexe, ce que disait Foucault, il annexe le monde. Dès l'enfance, chez Claire, tout était déjà empreint de méfiance. Le père, c'était un militaire qui était assez avare de propos, il parlait pas beaucoup. Mais par contre, il avait beaucoup d'exigences. Il fallait mériter sa confiance, ne jamais faillir dans les tâches ou les injonctions qu'il donnait. Il y avait un double message ici. Un double message qui s'instillait dans l'éducation. Sois parfaite et tu mériteras mon amour. C'est-à-dire que l'amour était conditionné à la perfection, à la réalisation de la tâche de façon parfaite. Donc, l'enfant ne se sent pas reconnu pour ce qu'il est, mais il est toléré à condition d'excellence. Et ce type de lien, ça génère un attachement évitant anxieux. Donc, l'attachement, je vous rappelle, c'est ce lien qui unit, qui est tissé entre l'enfant et le tuteur de développement ou le parent. D'accord? Ici, on a un lien qui est fondé sur de l'évitement et en même temps de l'anxiété. C'est-à-dire que la proximité affective, elle devient risquée pour l'enfant. Il calcule le moment où il faut s'approcher du parent. Il scanne les expressions visuelles du visage, pardon, pour détecter si c'est le bon moment ou non pour s'adresser à lui ou lui faire part de son besoin. Donc le lien, il est vécu comme potentiellement humiliant ou décevant, voire même risqué. La mère de Claire, quant à elle, elle oscillait entre admiration et dénigrement, c'est-à-dire un amour sous condition, qui est offert, lui aussi, au prix d'une perfection constante. Et ça renforce la confusion. C'est-à-dire le même regard peut être à la fois caressant, tout autant qu'il est destructeur. Claire apprend donc à surveiller l'autre, à anticiper ses humeurs et à décrypter le moindre signe de rejet. Et cette hyperattention émotionnelle, elle est d'abord un mécanisme de survie, parce qu'elle a peur de ça. Il faut qu'elle se protège, donc c'est un mécanisme de survie. Et ça s'inscrit comme un style, ça finit par s'inscrire comme un style cognitif durable. Le script comportemental se met en place comme ça, progressivement, au fur et à mesure qu'il y a une interaction avec l'autre. C'était sa manière à elle de survivre, c'est-à-dire une lecture du monde qui est dominée par le soupçon. Alors, Claire, comme beaucoup d'enfants qui sont face à qui sont confrontés à des liens anxiogènes, évitants ou insécurisants, elle apprend à anticiper la défaillance d'autrui. C'est-à-dire que l'enfant hypervigilant va devenir l'adulte soupçonneux. Mais ce don d'hyperlucidité, entre guillemets, ça devient un fardeau chronique. Elle ne voyait plus que des trahisons possibles et jamais des intentions bienveillantes. C'est-à-dire, si intention bienveillante il y avait, c'était forcément que ça cachait quelque chose de pire. La méfiance est un fruit de la blessure, mais elle se nourrit elle ne nourrit que le sel, disait Nietzsche. Nourrir le sel, ça veut dire exacerber la blessure. La méfiance exacerbe la blessure. Et avec le temps.
l'environnement social va se fermer à elle. Les collègues évitaient de lui parler, elle les testait, elle notait leurs hésitations. Son mari, il était fatigué, il adopte le silence, et ce silence, qui est loin d'apaiser, confirmait pour elle l'existence d'un complot conjugal. Alors elle regardait son téléphone constamment, elle lisait ses messages, et les messages les plus neutres cachaient nécessairement quelque chose. Dans les sourires les plus polis, elle considérait qu'il y avait une duplicité latente, une hypocrisie, quelque chose qui cachait autre chose de plus soucieux. Et plus elle cherchait la vérité, et plus elle s'éloignait des autres. Elle délirait pas, elle inférait trop, et sa raison devenait persécutrice. C'est la tragédie du trouble paranoïaque, c'est-à-dire que le sujet n'est pas trompé par le monde, il est prisonnier de la fidélité de son propre raisonnement. Et son propre raisonnement, il est conçu par des certitudes, et aucun doute ne peut venir pénétrer. Alors, un jour, Claire vient me voir, et d'une voix calme, elle me dit la chose suivante. Vous savez, j'ai compris. OK. Qu'avez-vous compris? Eh bien, ce n'est pas que les autres me mentent, c'est qu'ils ne me disent pas tout. On s'attendait à un scoop, mais non. On tourne toujours autour de la même chose. C'est-à-dire que l'autre se livre à une rétention d'informations, ce qui revient au même. Ça résumait, ça résumait tout finalement. La certitude se nourrit d'elle-même ici. Elle se boucle sur sa cohérence qui est imperméable au réel. Et elle ajoute même presque à voix basse, parfois j'aimerais me tromper juste une fois. Cette phrase, elle est fragile. Ça contenait une brèche. On se dit, ah, peut-être qu'un jour, il en sera autrement. C'est une nostalgie de la confiance qu'elle exprime ici. C'est une confiance qu'elle a perdue et qu'elle a perdue depuis l'enfance. Comme je vous disais, la méfiance n'est pas apparue d'un coup. Elle s'est construite comme une défense contre l'imprévisibilité du parent. Donc l'imprévisibilité du monde affectif. L'enfant, il va repérer des signaux faibles de désapprobation parentale et donc elle-même, elle va devenir experte en détection de menaces relationnelles. Donc il y avait chez elle une surlecture ou une hyperlecture émotionnelle. À force de prévoir la défaillance, l'anticipation se transforme en certitude. C'est-à-dire, des fois, elle faisait des suppositions. Elle se disait, peut-être qu'il est de mauvaise humeur. Peut-être qu'il va me crier dessus. Et ça devient, il est certain qu'il est de mauvaise humeur. Il est certain qu'il va me crier dessus. On est passé de la supposition, de l'hypothèse, à la certitude. Et c'est pourquoi le doute finit par se déliter avec le temps et se transformer en certitude. Ce qui autrefois la protégeait de la déception devient une grille interprétative qui est rigide. L'adulte qui craint d'être trahi ou rabaissé, il va projeter sa peur sur autrui. Et elle dira, ce n'est pas moi qui ai peur de l'abandon, ce sont les autres qui veulent me nuire. Et cette projection au départ ponctuelle, elle va se cristalliser, c'est-à-dire ça va structurer la pensée paranoïaque, ça va la structurer, ça va l'asseoir. Et l'agressivité refoulée, elle va se déplacer vers l'extérieur. L'agressivité tournée envers les figures parentales, qui sont vécues au départ comme injustes, va se déplacer vers l'extérieur. La menace devient un système de défense généralisé et la paranoïa, c'est la peur d'être trahi, transformée en conviction d'être persécuté. Alors chez Claire, le drame, c'est que l'intelligence rationnelle ne la protège pas du délire, elle la renforce. Donc elle organise sa manière de penser, sa pensée de manière cohérente, de manière logique, mais toujours autour de prémices qui sont fausses. Les autres me veulent du mal. Alors en conclusion de tout ça, de cette hyper-vigilance émotionnelle, on voit bien comment Claire incarne ce trouble de la personnalité paranoïaque dans sa forme la plus pure.
La cohérence, elle est comme une prison et la lucidité, elle est comme une souffrance. Donc elle ne délire pas, comme on l'a souvent dit, mais elle voit trop. Et ce processus s'appuie sur une hyperactivité d'un point de vue de la neurobiologie, une hyperactivité du réseau de science. C'est-à-dire, le réseau de science, c'est celui qui est pertinent, qui analyse ce qui est pertinent, menaçant ou émotionnellement chargé. Le cerveau va attribuer une signification exagérée aux événements les plus neutres. Et le cortex préfrontal, qui est censé corriger cela, censé corriger les biais cognitifs, il est capturé par l'émotion et la pensée devient l'avocate de la peur. Donc le cortex préfrontal ne peut plus assurer son bon fonctionnement. Il ne parvient plus à calmer cette amygdale qui exagère. Alors, on en a terminé pour le trouble de la personnalité paranoïaque. On va aborder à présent le cas de Kevin, qui fait partie des troubles de la personnalité limite, l'état limite ou le borderline. Kevin, lui, est né dans un climat d'apparente stabilité. Son père, c'est une figure d'autorité, mais assez rigide. Il était présent, mais peu démonstratif. Sa mère, elle est plus affective, mais instable. Elle oscillait entre protection d'un côté et révolte, notamment vis-à-vis du mari, vis-à-vis du père de Kevin. On est là dans une tension familiale où Kevin a très tôt, très précocement appris qu'il fallait mériter l'amour et anticiper la menace. Lorsque la tendresse du père s'est muée en sévérité, la peur s'est transformée en défense. C'est-à-dire que face à la violence, Kevin a compris que l'attaque était la meilleure des protections. Il a compris ça parce qu'il était stimulé par sa mère qui le poussait à se défendre. Et ce réflexe de survie devient un mode de fonctionnement, agir avant d'être blessé et dominer pour ne pas être dominé. Pardon. À l'école, son agressivité, elle cache un besoin de reconnaissance. Il veut exister, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment se relier aux autres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il provoque, il se bat, il devient agressif. Ses tentatives de réparation, fois il tend des cadeaux à ses amis, il a des gestes amicaux envers eux, mais ça trahit un désir profond d'amour sous une carapace d'arrogance. Et à l'âge adulte, il y a une dualité qui va persister, comme dans l'enfance, agressivité, puis des gestes amicaux de l'autre. Dans la sphère professionnelle, Kevin va briller par son intensité, son charisme, il a beaucoup d'énergie, mais cette intensité, elle devient destructrice à la moindre frustration. C'est-à-dire qu'il entame des projets comme il entame des relations, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'engouement, une urgence, mais ça s'effondre dès que la stabilité exige une certaine constance. Et là, il ne parvient pas à s'y maintenir. En amour, il oscille entre fusion et rejet. Il cherche la proximité, mais en même temps, il la redoute. Il désire être consolé, mais il se rebelle dès il commence à se sentir dépendant. Et ces relations deviennent alors le théâtre d'une lutte intérieure entre le besoin d'attachement et la peur d'être soumis de l'autre. Lorsque Kevin est seul, il se retrouve face au vide. Et c'est un vide qu'il fuit depuis l'enfance. Il y a un silence intérieur où ressurgissent la peur, la honte, la nostalgie de l'amour perdu. Et ça le mine, ça l'étourdit. Et c'est là que s'enracine sa souffrance borderline. Il y a un va-et-vient incessant entre exaltation et effondrement, entre le besoin d'aimer et la terreur d'être abandonné. La violence de Kevin, la violence dont il fait preuve envers les autres, ça n'est pas un choix. C'est un héritage. C'est celle d'un enfant qui a appris qu'aimer sans se défendre, c'était forcément risqué de disparaître.
Les racines de son comportement borderline se manifestent avec une clarté particulière, notamment dans ces moments de solitude. C'est là que Kevin se confronte à l'anxiété intolérable qui le pousse vers l'action. Mais quelle action? Une fuite de l'immobilité. Cette fuite de l'immobilité, elle le menace. Elle menace de le submerger avec des souvenirs douloureux et des peurs enfouies. Et ces périodes sont marquées par une alternance frénétique entre des projets grandioses et des épisodes de désespoir. Alors, sur le plan clinique, dans la petite enfance, l'attachement initial était sécurisant, mais fragilisé. Il y avait une base aimante, mais intermittente. Elle n'était pas consolidée. Puis cette sécurité a été sapée par la violence paternelle, mais également l'ambivalence maternelle. Elle le surprotégeait, elle le sécurisait, et en même temps, elle le poussait à être agressif, à se rebeller contre son père. Et ces expériences sont contradictoires, elles sont ancrées par un message paradoxal, lequel est l'amour existe, mais il n'est jamais sûr. La tendresse peut se retourner en punition. Sur le plan psychique, ça crée une anxiété d'abandon qui est désavouée. Kevin ne peut plus tolérer la dépendance affective parce qu'elle ouvre une blessure primitive du rejet. Alors il a donc appris à détester son propre besoin d'amour et à le remplacer par des stratégies de contrôle et de puissance. Voilà. Et donc, on trouve chez lui une oscillation entre fusion et fuite. Euh, il veut être aimé passionnément, mais dès que le lien le stabilise, c'est forcément une menace pour lui. Il a une quête d'intensité et de réussite rapide, mais le problème, c'est que il est envahi par le vide affectif et donc, du coup, le projet devient un substitut de lien. Il a beaucoup d'agressivité en lui. La colère, c'est une défense contre la peur de dépendre. En se montrant fort, il évite le risque d'être abandonné une seconde fois et parfois même, il anticipe l'abandon. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec le cas de Kevin et nous allons parler d'un second cas qui fait partie du cluster B aussi, qui est le trouble de la personnalité histrionique. Alors, histrionique vient de histrion. Histrion, c'est un clown, c'est un amuseur. C'est quelqu'un qui aime se mettre en évidence, qui souvent a tendance à l'exagération et à l'humour, pourvu qu'il soit vu des autres. On va évoquer le cas de Félicie. Félicie, elle a une devise, donc c'est une jeune femme de 37 ans. Elle a une devise qui dit la chose suivante: si la vie ne te marque pas, mets des paillettes dessus. Si la vie ne te marque pas, mets des paillettes dessus. Félicie, on l'a repérée avant même de la voir. Il y a un parfum qui arrivait avant elle. Il y avait un rire cristallin, un bonjour qui marquait une entrée en scène. Elle ne s'asseyait jamais. Elle s'installait avec un certain sens du geste, un regard bien placé, un peu comme pour vérifier que le rideau était bien levé. C'est-à-dire que chez Félicie, tout était événementiel, tout était théâtre. Un café renversé, ça devenait une tragédie grecque. Elle va vous dire, ah ben c'est un signe, l'univers m'envoie un signe, et sur ma jupe blanche, évidemment. Si elle envoie un message et que ce message est lu et resté sans réponse, elle va vous dire 2 heures sans répondre, mais c'est une éternité émotionnelle. En fait, Félicie savait qu'elle exagérait. Elle riait de ses drames avec une certaine grâce. Et un jour, elle me dit, j'en fais trop, n'est-ce pas? Mais si j'en faisais pas suffisamment, on s'ennuierait, n'est-ce pas? Alors ses amis l'appelaient la tornade affective. Elle décorait son bureau comme un plateau de cinéma. Elle voyait des énergies partout et des énergies étranges.
Derrière chaque sourire manquant, il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose. Derrière cette exubérance, il y avait une espèce de tendresse, une tendresse rare. Elle savait consoler un inconnu, par exemple. Elle savait faire rire toute une salle d'attente, juste pour que personne ne reste triste. C'est un vrai bout en train. Et elle dit la chose suivante, si je ne peux pas être aimé, au moins que je sois inoubliable. Et être inoubliable, ça la hante. Ses amours, c'était des séries à rebondissements. Chaque histoire commençait. Ah, cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est la bonne. Et ça finissait toujours par même scénario, même casting. Elle tombait amoureuse du vertige, de l'attention, de la promesse enfin d'être vue. Et quand la passion retombait, elle comblait le silence par des voyages, des achats impulsifs, des achats compulsifs, ou alors une série de selfies qui mettent en scène une forme d'héroïsation de soi. Un jour, elle me dit la chose suivante, vous croyez que je dramatise? Bon, j'étais un peu gêné, je ne savais pas s'il fallait lui dire la vérité ou pas. Alors, je trouve une formule de compromis, je lui dis, ben, un peu quand même. Et là, elle me répond, mais si je dramatisais pas, on s'ennuierait tous les deux. Si j'étais en train de prendre note, elle m'interrompait pour me dire, dites-moi, j'espère que vous écrivez quelque chose d'intelligent sur moi, parce que sinon, je meurs. Donc derrière le rire, il y a une peur abyssale du vide. J'avais une autre patiente qui me disait, ah non, 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 mais arrêtez d'écrire, regardez-moi, surtout regardez-moi, j'ai besoin de ça. Le regard était important, ça lui donnait l'impression d'exister. Donc Félicie avait grandi dans une maison où l'amour se méritait. Son père la félicitait quand elle brillait et il la raillait quand elle pleurait. Il l'appelait ma petite comédie. Elle n'était pas prise au sérieux d'ailleurs quand elle pleurait. Elle était reniée. Sa mère n'aimait que le côté joyeux de sa fille, mais jamais le côté vulnérable. Alors Félicie, elle comprend quelque chose et elle met en place un script aussi. Regarde-moi, sinon je disparais. Parce qu'elle est reniée dans ses besoins. Et elle est obligée d'en faire de trop, d'exagérer pour pouvoir être prise en compte. Félicie n'était pas une menteuse. Elle exagérait pour survivre. Son humour, c'était une armure. Elle plaisantait pour ne pas s'effondrer, tout simplement. Elle avait d'ailleurs transformé le cogito cartésien en disant je plaisante, donc je suis. Sur le plan psychique, le trouble histrionique, il s'enracine dans une carence d'attachement sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas aimée pour ce qu'elle était, mais pour l'effet qu'elle produisait. Elle a donc bâti un faux self, mais très expressif, un espèce de moi théâtral qui cache qui cache un soi fragile et inquiet. Donc son émotivité, elle est superficielle, mais elle est sincère en même temps. Elle a un besoin d'amour constant. Le jeu de Félicie, jeu, J-E, c'est un acteur sincère. Elle croit à sa scène tant qu'elle la joue. Alors en résumé, le trouble histrionique, c'est pas une comédie, c'est une hypersensibilité qui devient un spectacle pour survivre à l'indifférence. Le rire protège de la peur, la mise en scène évite le vide, et neurobiologiquement parlant, son cerveau exagère les signaux sociaux, comme pour dire regarde-moi assez fort pour que je puisse enfin me sentir réel. Alors on en arrive au dernier cas, qui est celui de Zoé, et qui illustre le trouble de la personnalité dépendante, qui fait partie du cluster C. J'espère que vous ne serez pas trop embrouillés après tous ces cas. Alors Zoé avait une maman qui lui a consacré les 12 premiers mois à un maternage intensif, convaincu,
et convaincue surtout qu'elle devait la protéger à tout prix des intrusions du papa. On a l'impression qu'elle a fait un bébé pour elle. Mais en même temps, l'homme qu'elle épouse, la maman de Zoé, c'est un homme qui est préoccupé par sa réussite professionnelle. Alors, elle a peut-être choisi sur ce critère, hein, sans s'en apercevoir. Il est préoccupé par sa réussite professionnelle et sa réussite personnelle. Il semblait assez distant. Il se désintéressait de ses responsabilités familiales sous prétexte de ne rien comprendre aux enfants, mais il estimait aussi que la charge des enfants revenait aux mamans, à leur maman ou à l'épouse. Au fur et à mesure que Zoé grandissait, la maman a été prise dans l'étau de la soumission à son conjoint et elle s'enfermait de plus en plus dans une bulle protectrice autour de sa fille. Le père, quant à lui, il était affectueux à ses heures, il s'éloignait progressivement de la maman et surtout de Zoé, et du coup, ça a exacerbé les tensions au sein du foyer. Et malgré les récriminations du père, la mère persistait dans sa fonction d'hyperprotection, convaincue que les attitudes qu'elle avait envers sa fille la préserveraient, et la préserveraient du père. Zoé percevait évidemment cette tension, la tension qu'il y avait chez sa mère, son anxiété, et le père était frustré de tout ça. Il se montrait de plus en plus agressif, de plus en plus revendicatif de gestes d'attention, même s'il était désintéressé, il revendiquait tout de même un petit peu d'attention et d'affection. La mère, pétrifiée par les remords pour avoir parfois été dure avec Zoé, elle affichait toujours plus de protection, et c'est ainsi que, sans intention aucune, qu'elle a modelé l'attitude dépendante chez Zoé. Alors cette protection a été exacerbée, et ça a rendu Zoé vulnérable aux défis de la vie, la mère intervenant constamment pour préserver Zoé de tout risque, même les plus minimes, si bien que cette attitude maternelle, elle confirmait chez Zoé une image de soi qui se délitait de plus en plus, et surtout l'impression d'être totalement dépendante et de ne pouvoir rien faire sans l'aval ou la validation de sa mère. Donc elle a ancré ici une croyance en son incapacité à pouvoir affronter le monde extérieur. Alors l'entrée à l'école, ça marque un tournant dans l'épreuve de l'autonomie, puisque l'enfant est séparé du parent à ce moment-là. Donc il y a une nécessité d'autonomie, mais qui vient heurter de plein fouet la bulle protectrice qui a été tissée par la mère. Et le père qui voyait ça, il était encore plus exaspéré. Ce qu'il percevait comme une influence néfaste de sa femme sur leur fille, ça a intensifié ses critiques et ça ne faisait qu'accroître le sentiment d'insécurité de Zoé, parce il critiquait la mère, mais il critiquait la fille de se comporter d'une certaine façon qui avait été configurée par le comportement maternel. Le passage à l'âge adulte, eh bien, il ne se faisait pas sans peine non plus. Zoé trouvait constamment, elle se trouvait constamment tiraillée entre le désir d'indépendance, et c'est vrai qu'elle en aspirait, elle y aspirait, et en même temps une anxiété qui était paralysante. C'était l'héritage d'une enfance qui était entretenue par l'hyperprotection et les conflits. Elle avait des compétences, Zoé, mais elle recourait fréquemment à des stratégies d'évitement ou de semblant de contrôle pour faire face à ses peurs. Elle a du mal à prendre des décisions dans la vie, c'est pas un scoop. Elle requérait toujours davantage de réassurance. Il fallait toujours qu'elle demande conseil à Pierre, Paul, Jacques pour une décision minime soit-elle. Il fallait absolument avoir une assurance et une réassurance. Donc, elle va investir beaucoup de temps à solliciter les avis et les conseils des uns et des autres, plutôt que de se livrer à une réflexion, parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Donc, elle faisait l'économie de cette réflexion-là. Elle a souvent besoin que les autres, par ce schéma, assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de la vie. Tu crois qu'il faut que je fasse ça?
Pose-toi la question. Non. Sur des choses banales. Manger, consulter le médecin, des choses banales du quotidien. Est-ce que je dois dire ça? Et lorsque elle se lance dans un projet quel qu'il soit, ou quel que soit l'enjeu, elle le fait souvent avorter, non pas par manque de motivation, mais par manque de confiance en elle et en son propre jugement. Alors, tant sur le plan amical qu'intime, lorsqu'une relation s'achève, elle va rapidement tenter d'y pallier en entamant une nouvelle qui puisse lui procurer le soin et le soutien dont elle a besoin. Elle est, euh, elle est de façon exagérée, préoccupée par la crainte d'être abandonnée. Et lorsqu'on analyse, on fait l'analyse clinique du cas de Zoé, l'histoire, elle illustre un développement qui est complexe, il est progressif vers un trouble de la personnalité dépendante qui est façonné par une dynamique familiale compromise. Alors, quand on observe la dynamique parentale, le comportement, il y a un comportement, comme on l'a dit, hyper protecteur de la part de la mère, qui va créer un environnement dans lequel Zoé se perçoit comme incapable de naviguer dans le monde sans l'assistance constante de sa mère. Sa mère, elle incarne le GPS ou la boussole. La mère de Zoé, en réponse à son propre sentiment d'impuissance et à la pression d'un partenaire qui est distant, qui est hostile, ça compense c'est compensé par une proximité excessive, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et cette dynamique encourage Zoé à développer, pardon, une forte dépendance affective et comportementale envers sa mère. Alors, Zoé développe une peur intense de l'abandon, elle a une anxiété de séparation, et ça constitue une raison supplémentaire qui la pousse à se maintenir sous l'aile protectrice de sa mère. La personnalité dépendante, elle a souvent grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel. C'est-à-dire que pour être aimé, il faut plaire, il faut obéir, consoler et exister, et n'exister que pour l'autre. Et le moi est structuré dans la fonction du lien et non dans l'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne guide pas l'enfant vers l'autonomie, on entretient le lien, on l'empêche de réfléchir. En somme, on lui dit, tu n'es pas capable, tu es trop petit, tu vas te faire mal, tu risques d'être pris dans l'étau d'un étranger qui pourrait te faire du mal, etc. Donc, c'est moi, parent, qui dois prendre les décisions qui sont les plus appropriées et les plus protectrices pour toi. Et c'est ce lien-là qui est confectionné plutôt qu'un guidage vers l'autonomie, vers l'exploration du monde. Si bien que lorsque le lien disparaît, le moi n'a plus de point d'appui. C'est la panique totale. C'est un peu l'amygdale qui s'hyperactive et qui stimule l'hippocampe, c'est-à-dire un vieux trauma de séparation. L'hippocampe, c'est l'organe de la mémoire qui enregistre un espèce de trauma de la séparation. C'est le sentiment d'être abandonné au monde, de n'avoir plus de contour psychique. L'autre, même s'il est imparfait, il agit quand même comme un tuteur psychique, parce que sans l'autre, c'est le soi qui s'affaisse. C'est le vide. Alors, à long terme, il y a une vulnérabilité de ce type de trouble vers des troubles de l'humeur et de l'anxiété. La dépendance de Zoé, qui est combinée à une faible estime de soi et à des stratégies de coping qui sont mal adaptées, ça augmente sa susceptibilité aux troubles de l'humeur et de l'anxiété. Et elle peut se sentir constamment inadéquate et dépassée par des exigences de la vie quotidienne sans le soutien des figures de dépendance. Alors en effet, quand c'est pas pris en charge, on risque d'aller vers des troubles de l'humeur et de l'anxiété, où chaque absence de l'autre est vécue comme un séisme total et l'individu se sent totalement paralysé. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va se passer si on ne me répond pas?
Alors, on arrive au terme de cette conférence. On a observé les différents profils, Kevin, Claire, Félicie, et d'autres visages de la personnalité. Il y a des troubles de la personnalité. Il y a une évidence ici qui se dessine, c'est que le trouble de la personnalité, ça n'est pas une excentricité morale, ni une faiblesse de caractère, c'est le récit d'une adaptation douloureuse, c'est le vestige d'un combat entre la survie et la relation, entre la peur et le besoin d'être aimé. Et les neurosciences nous apprennent aujourd'hui que derrière la folie du comportement se cache un dérèglement du système adaptatif. Et là où la raison voudrait comprendre, le cortex, pardon, le cerveau limbique, lui, il réagit. C'est-à-dire ce cerveau blessé par la répétition du danger qui finit par traiter la vie comme une menace permanente. Donc une hyperactivation de l'amygdale. Il y a une anxiété permanente de la personne. Mais la neuroplasticité, elle nous rappelle aussi que rien n'est figé. Malgré ce que nous sommes, nous pouvons devenir. Malgré ce que nous sommes, nous pouvons devenir. Et chaque expérience relationnelle, apaisante, chaque mise en mots, chaque regard non moralisant, ça peut rétablir justement une communication entre ces différentes régions du cortex. Autrement dit, le travail thérapeutique réécrit la cartographie cérébrale du lien. Il redessine tout- tous ces schémas neuronaux. Là où était le chaos, l'ordre doit advenir, disait Freud. Et aujourd'hui, nous pourrions dire, là où l'amygdale criait danger, le cortex préfrontal apprend à dialoguer. Il apprend à calmer l'amygdale. Et sur le plan des idées, le trouble de la personnalité, c'est la tentative tragique de rester cohérent dans un monde qui semble, pour la personne qui le vit, un monde incohérent. Ce n'est pas un échec de la raison, mais c'est une fidélité au passé. Et donc, le sujet continue de rejouer la scène où il a appris que l'amour blessait, que l'amour constituait un danger. Il vit donc un paradoxe, désirer le lien tout en le craignant en même temps. Spinoza disait, l'homme libre ne veut rien, il comprend. Et c'est ce qu'il faut s'évertuer à faire. Comprendre, c'est en partie réparer. C'est remettre du sens là où il n'y avait que des réflexes. La compréhension psychologique et la connaissance que nous apportent les neurosciences convergent ici vers une même vérité, à savoir que n'est, le soin n'est pas d'éteindre la souffrance, mais de lui rendre sa logique. Kierkegaard, et même Damasio reprend la même idée, il disait que guérir, ce n'est pas devenir un autre, c'est réapprendre à être soi sans la peur. Je vous remercie infiniment et je vous laisse la parole pour intervenir autant qu'il vous fera plaisir.